Да, здравствуйте. Давайте мы тогда начнем наш утренний сеанс. Большое спасибо, Елена. У нас мало времени, поэтому у нас не будет перерыва. Приглашается Дмитрий Михайлович Сыгя. Nous commençons sans interruption notre conférence et je donne parole à M. Régis Guéraud de l'Université Blaise Pascal Clermont-Ferrand. Merci. Bien, donc le poète, dramaturge et romancier Ilias Danievitch a quitté le territoire de l'ex-empire russe en octobre 1920 à l'âge de 26 ans. Il arrive à Paris en novembre 1921 après une année passée à Constantinople, dont on vient déjà de parler, de Constantinople. Il passera à Paris le reste de ses jours jusqu'à sa mort en 1975. Il fait donc partie pleinement du monde de la Russie émigrée, et même si l'on prend le terme d'exil dans son acception la plus large, il entre tout à fait donc dans le domaine qui est le nôtre dans cette conférence. S'intéresser à son rapport à la notion de révolution en général et son rapport aux révolutions de 1917 en particulier est également pertinent pour Zdanevitch, voire très pertinent en effet. En effet, comme poète futuriste de sa frange la plus radicale, c'est-à-dire la frange des poètes transrationnels, des poètes zaoumniki, il a dans sa jeunesse l'ambition de révolutionner la poésie. Ses premières interventions publiques en 1912-1913 sont d'ailleurs d'une certaine manière, entre guillemets, révolutionnaires. Par exemple, elles peuvent s'accompagner de scandales, voire de violences, comme son intervention lors du débat qui accompagne l'exposition Michaigne, La cible, en avril 1913, où le mobilier est cassé, où éclatent des bagarres, où la police doit intervenir. Le discours théorique futuriste antérieur à la Première Guerre mondiale emprunte volontiers au vocabulaire de la praxis révolutionnaire, et pas seulement d'ailleurs son vocabulaire, on vient le voir avec ses bagarres. Enfin, Zdanevitch a pris part à la révolution de février 1917 à Petrograd. Donc, dans un premier temps, nous évoquerons donc, premièrement l'activité d'Ilias Zdanevitch pendant la Révolution, ainsi que ses engagements idéologiques, et car je pense que tout cela forme un ensemble qui est difficile de dissocier. Dans un deuxième temps, nous chercherons des traces des événements de la Révolution et également de la guerre civile dans ses œuvres littéraires. Et troisièmement, ce rapport à la Révolution nous aidera peut-être à définir le portrait idéologique de cet auteur, dont le nom est souvent placé comme parmi les compagnons de route, alors que la situation est peut-être un petit peu plus nuancée, un peu plus compliquée que cela. Alors, premièrement, Ilias Zdanevitch dans la Révolution de 1917. Ce thème se justifie donc particulièrement puisque Zdanevitch a participé à Petrograd à la Révolution de février-mars 1917. Et d'ailleurs, ça a été le sujet d'une intervention que j'ai faite il y a un mois dans un colloque qui a eu lieu à la Sorbonne sur les révolutions de 1917, sous l'égide de Eurorbem, c'était fin septembre, il y a un mois à peu près, où j'ai parlé de la lutte contre la mise en place d'un ministère des Beaux-Arts, où Zdanevitch était en première ligne. Donc en février-mars, il se trouve à Petrograd. Il faut savoir que Zdanevitch est un jeune juriste à l'époque, il vient d'avoir une licence en droit. Il a eu sa licence en droit au début de la guerre. Il a passé une partie de la guerre comme correspondant pour le Riech de Petrograd. C'est intéressant d'ailleurs de marquer que c'est le Riech, on va voir ça tout de suite. Pour le Riech de Petrograd sur le front turc. Il est originaire de Tbilissi, de Tiflis, et il est donc rentré à Tiflis ayant été réformé
du service armé. Il est rentré à Tiflis et entre 1915 et 1917, donc, 1916, il a été donc correspondant de guerre sur le front russo-turc. Il est très introduit dans les milieux journalistiques de la capitale, de Petrograd, où il est revenu donc à peu près en juin-juillet 1916, on pense. Et quand éclatent les événements de février 1917, il devient rédacteur dans une commission du ministère de la Justice. Et vous savez que le ministre de la Justice n'est autre que Kerensky à cette époque-là, dans le gouvernement provisoire. Par ailleurs, donc, pendant tout le mois d'avril 1917, il va participer activement au débat du Soyuz Деятелей искусств, qui se met en place comme une sorte, au fond, de préfiguration d'un syndicat du monde culturel, des personnalités culturelles, comme chef de file. Alors lui, il va être chef de file d'un groupe, Svoboda Iskustvu, Liberté pour l'art, qui s'oppose à la fois à la commission Gorky, que vous connaissez, je suppose, hein, la commission Gorky qui se met en place d'abord pour la sauvegarde des monuments historiques, des œuvres d'art, dans ces jours tumultueux de la Révolution, et la commission Gorky va avoir aussi comme deuxième projet de constituer justement un ministère des Beaux-Arts. Et ce projet de ministère des Beaux-Arts qui devrait être confié à Alexandre Benoît, ou à Diaghilev, qu'on voudrait faire revenir de Paris pour cela, suscite l'opposition de toute la jeune génération, en fait, des artistes et des poètes, des Деятелей искусств de Petrograd. Donc, par toutes sortes de subterfuges, Zdanevich et ses amis vont essayer de ralentir, vont faire en sorte qu'on ralentisse ce projet. On a les sténogrammes de ces réunions qui sont très intéressantes. La plupart de ces réunions se passent sous la direction du père de Nabokov, et c'est très intéressant à lire. Bon. Alors il rentre ensuite, ils vont réussir d'ailleurs à faire que ce ministère des Beaux-Arts traîne en longueur et qu'il ne soit pas en réalité formé. Il rentre à Tiflis en mai 1917, donc Zdanevich rentre à Tiflis en mai 1917, et donc il ne sera pas présent à Petrograd au moment d'octobre 17. En octobre 17, il se trouve dans les régions du nord-est de la Turquie qui ont été reprises par l'avance de l'armée russe et qui se trouvent toujours sous ce contrôle. Et il va en profiter pour participer à l'expédition très célèbre en Géorgie, l'expédition menée par Ektim et Takhaïchvili, dans ces territoires pour relever les plans des anciennes églises géorgiennes, souvent en piteux état, qui se trouvent dans cette région. Alors maintenant, son engagement politique. On le voit par sa collaboration très active avec le journal Riech, qui publie ces articles, souvent censurés d'ailleurs, souvent caviardés par la censure. Caviardés par la censure parce que, par exemple, il dénonce, il condamne les exactions de l'armée russe vis-à-vis des populations autochtones sur le front turc. Son engagement politique à l'époque est proche du parti cadet. Il va garder d'ailleurs, quand il sera en France, des contacts avec Milioukov aussi. On n'est pas tout à fait dans la vision du Zdanevich bolchevique qu'on voit quelquefois indiqué. Toutefois,
Alors, en Géorgie indépendante, dans la Géorgie indépendante, pendant toute la période 1918-1920, qui va être pour lui une période extrêmement active, puisque ça va être la période la plus intense de son activité de poète futuriste au sein du groupe qu'il va constituer à Tiflis, le groupe Sorak Piervi Gradus. Dans la Géorgie indépendante, il va être lié aux sphères du pouvoir de la Géorgie indépendante, hein, donc social-démocrate, mais plutôt social-démocrate à la manière occidentale du terme, hein, et également menchevique. Donc, il va être proche du pouvoir géorgien indépendant. À Constantinople, lorsqu'il arrive à Constantinople en 1920, en octobre 1920, il va retrouver un ancien camarade de lycée qui se trouve être le communiste géorgien Levan Gogoberidze, qui va devenir ensuite premier secrétaire du parti de Géorgie pendant 1 ou 2 ans au début des années 30 et qui va être ensuite, bien entendu, fusillé. Et ce Levan Gogoberidze organise à ce moment-là, essaye d'organiser a essayé d'organiser parmi les troupes en 1917 qui se trouvaient en Turquie, a essayé d'organiser un soviet à l'intérieur des troupes russes. Et ensuite, il est resté à Constantinople comme une sorte de cellule dormante lui-même. Gogoberidze va avoir une importance ensuite dans le parcours, entre guillemets, idéologique de Zdanevich à Paris. On va le voir après. En France, quand il arrive en France, il s'intègre assez rapidement au milieu artistique français et international qui se trouve à Montparnasse et à Paris en général, Montmartre et Montparnasse surtout. Il va tisser des liens, ça on le sait, c'est quelque chose d'assez connu, donc ce n'est pas la peine que j'insiste beaucoup, mais il va tisser des liens avec les dadaïstes, avec Tristan Tzara notamment, et il va essayer de reconstituer à l'intérieur de la petite pléiade de poètes russes se trouvant à Paris, il va essayer de reconstituer son université du 41e degré qu'il a constituée à Tiflis quelques années plus tôt, et c'est là qu'il va rencontrer notamment Poplavski, qui va essayer de l'entraîner ensuite dans cette aventure, ainsi que d'autres poètes comme Brojnev, etc. Ginger, Julius, Charchoun, etc. Alors, en France, si on saute quelques années, après la reconnaissance de l'Union soviétique, en octobre 24, si je ne me trompe pas, il va entrer à la représentation soviétique à Paris comme traducteur. Et également, il va être chargé de l'organisation du côté parisien, si vous voulez, l'organisation du pavillon soviétique de l'exposition des arts décoratifs de 1925. Il a noté qu'il y entre grâce à Gogoberidze, Levan Gogoberidze, dont je vous ai déjà parlé, qui se trouve à Paris à ce moment-là, et surtout grâce à un personnage assez étrange qui s'appelle Pirumov et qui va être interdit de séjour en France quelques années un an et demi à peu près plus tard, après avoir été convaincu par la police d'essayer d'organiser parmi la diaspora arménienne à Paris un groupe pro-soviétique qui va agir de façon assez violente vis-à-vis des Arméniens non pro-soviétiques. Il y a quelque chose de très intéressant qui se passe à ce moment-là. Et bien entendu, Pirumov est considéré comme un espion et renvoyé en URSS, et Gogoberidze aussi, d'ailleurs. Bien, donc à ce moment-là, on a effectivement un passage de Zdanevich dans ce milieu des soviétiques de Paris. À peu près à la même époque, il fait signer
à ses camarades du groupe Chieriez qu'il avait constitué à Paris, il fait signer une sorte de demande conjointe pour acquérir la nationalité soviétique. Et c'est à ce moment-là qu'il y a cette phrase de Charles Schroon connue qui, dans une de ses feuilles volantes, va écrire de façon satirique une phrase qui, en français, à Zdanievitch, Poplavski, Bojnev, je crois qu'il y a aussi Tugan Baranovski, je crois. А когда вы ссать хотите, вы спрашиваете позволение у комитета, Центрального комитета, quelque chose comme ça, ou Narcomprosa, voilà. Je ne me souviens plus exactement la phrase. Donc on a cet aspect-là. Et alors, donc, ce qui est assez, c'était prévisible, va se passer en 1926. Il va être renvoyé de l'ambassade à partir du moment où le futurisme russe et le constructivisme futuriste commencent à ne plus être appréciés à Moscou, et il va donc se retrouver sans travail à ce moment-là. Et au même moment, d'ailleurs, il a écrit à Lunacharsky, par exemple, une lettre en lui disant qu'il ne comprend pas pourquoi on revient vers une littérature aussi classique, aussi viale et aussi faible, etc. Alors, et à partir de ce moment-là, on ne verra plus jamais un seul engagement politique connu d'Ilya Zdanievitch. Sauf quand même pendant la Deuxième Guerre mondiale, où il aura un engagement de résistance, enfin, d'aide à Paul Éluard, par exemple, qui se cache, s'il va l'héberger à un moment. Enfin. Alors, deuxième mouvement de mon intervention, les traces, les souvenirs de la Révolution dans ses œuvres littéraires. Alors, pour cela, d'abord dans sa dramaturgie en Zaum, on peut se douter qu'on ne trouve pas beaucoup de traces de la Révolution dans les 5 pièces de théâtre en langage Zaum qu'il écrit, encore que toutefois, dans la pièce Astraf Pasri, la ville de Tiflis, qui est présentée comme une île de Pâques, c'est-à-dire une île de renouveau, dans un monde, au milieu d'un monde en guerre, la guerre civile. La pièce est écrite en 1919, et cette île de Pâques est un endroit de repos où tout le monde converge, tous les artistes convergent, et si vous voulez, en contrepoint, on comprend que tout ce qui se passe au nord et à l'ouest est considéré comme une sorte de folie, de folie collective. Alors ensuite, dans son roman Philosophia, qui n'a pas été publié de son vivant, mais qui a été publié ensuite, qui a été publié récemment, maintenant 8 ans, il n'y a pas non plus de citation directe de la Révolution. D'ailleurs, on n'en trouvera jamais. On ne trouvera pas de citation directe de la Révolution dans ses œuvres. Mais en fait, il parle, même s'il parle très peu de la Révolution, il parle, dans ce roman autobiographique Philosophia, de l'émigration politique russe à Constantinople. Et il en trace une image satirique, une image corrosive, mêlée de mélancolie. Cette mélancolie, je crois qu'on en a parlé hier dans une autre conférence, cette mélancolie est antérieure à la satire, et ça c'est un mouvement qui est permanent chez lui, c'est-à-dire qu'avant d'écrire ce roman Philosophia, il écrit d'abord un autre texte sous forme de lettre à un ami anglais,
Et ces lettres sont entièrement chargées de cette mélancolie qui se transforme ensuite dans la version romancée qui se transforme en y ajoutant une satire, une ironie, énormément d'ironie face à cette émigration politique russe blanche qui est à la fois présentée comme romantique, exaltée. Ce sont il raconte l'histoire de jeunes soldats perdus de l'armée blanche qui cherchent à remettre la croix sur Sainte-Sophie de Constantinople. Et donc ces personnages qui sont à la fois pathétiques, à la fois romantiques aussi, sont également assez ridicules au fond. Cette vision est une vision donc à la fois ironique, satirique, mélancolique, et surtout, elle procède d'une esthétique du non-sens, de l'absurdité. Ce qui se passe à Constantinople, c'est une part de l'absurde de l'époque. Dans une autre œuvre, je vais aller un peu plus vite maintenant, dans Vaskricienie, son roman le plus connu, Vaskricienie, qui est une œuvre compliquée, une œuvre polysémique. Ça se passe dans les montagnes d'un pays inconnu qui ressemble au Caucase. Un jeune déserteur, Lavrienti, commet au début le meurtre, les crimes, pour le plaisir de commettre des crimes. Et puis ensuite, il se fait recruter par des révolutionnaires et à partir de ce moment-là, il perd sa liberté. À travers ce personnage, il y a bien entendu Lavrienti qui symbolise la liberté individuelle, particulièrement la liberté de l'artiste. Le modèle de Lavrienti, c'est Mayakovsky. Il faut, par exemple, on remarque que Lavrienti, quand il décide de devenir le chef des brigands, il va revêtir une tunique jaune. C'est quelque chose qui, bien entendu, fait sens. Et puis, quand sa fiancée le trahit et le livre à la police, elle est vêtue de rouge. Donc, c'est la révolution, c'est le parti, c'est la révolution. Et en même temps, cette ligne rejoint une ligne apocalyptique. La révolution devient en quelque sorte la grande prostituée de l'Apocalypse. Alors, il faut savoir donc que cette Vaskricienie, cette œuvre polysémique, donc, représente une sorte de vision désabusée de l'engagement politique, et que donc l'engagement politique est considéré comme finalement la perte de la liberté individuelle. C'est bien, je pense, ce qu'a vécu Zdanevich pendant une partie de ces années lorsqu'il a travaillé pour l'ambassade. On en reparlera dans la version longue imprimée, si jamais il y a une impression. Alors, troisièmement, rapidement, les positions politiques. Zdanevich ne s'est jamais considéré comme un immigré. Il s'est toujours considéré comme un révolutionnaire. Il a toujours cherché il s'est toujours, je pense, aligné sur le principe de la plus grande liberté, aller vers la liberté. Son désir, toutefois, par exemple, son désir n'était pas d'être édité en France. Il a été forcé de s'auto-éditer en France, mais il ne voulait pas participer aux revues de l'immigration russe. Il a participé à Żartitsa à Berlin, mais c'est une revue très particulière. Mais il cherchait à être édité en URSS. Et par exemple, il a cherché à publier Vaskricienie en URSS. Il a envoyé son manuscrit à Krasnoïanov, qui l'a refusé, puis ensuite Federatia, qui l'a refusé, parce qu'il a été considéré comme mystique, ce qui était quand même étonnant de sa part, mais il a été considéré comme mystique. Alors, en résumé, parce qu'il faut aller vite, je pense que son attitude est plutôt une attitude opportuniste à un moment donné, c'est-à-dire qu'il suit en fait ce qui peut lui permettre à un moment donné de réussir à faire entendre sa voix, donc à l'époque de la Géorgie indépendante par exemple, ou bien ensuite
bien ensuite à l'époque de son allégeance à l'URSS en 1924-1925. Et puis ensuite, à partir des années de 1926, il va en fait comprendre que la non-allégeance politique est en fait une garantie pour faire entendre sa voix, en quelque sorte. Sauf qu'il va mettre énormément de temps à faire entendre sa voix, et faire entendre sa voix, ça sera d'une autre manière, en devenant un éditeur extrêmement célèbre dans le milieu de la bibliophilie, tel qu'il est devenu à la fin des années 30. Mais on peut parler, donc pour résumer, d'une sorte donc d'opportunisme politique au service d'une idée poétique. Voilà. Merci. Merci à votre intervention très intéressante.